Amis de la Formule 1, la Ferrari repart de Zandvoort avec une 4e et une 5e place. Mais le vrai enseignement de cette course est franchement douloureux. La SF26 avait le rythme pour monter sur le podium et très probablement pour jouer la victoire. Vous avez bien entendu? Parce que si les deux rouges avaient pu évoluer en air libre depuis une position de tête, même un extraordinaire Lando Norris aurait eu toutes les peines du monde. Alors, où est-ce que la course s'est perdue? Je vous l'explique tout de suite parce que Frédéric Vasseur a désigné un coupable précis et ce n'est pas celui auquel vous pensez. Je vais aussi vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans ces moments de tension sur la radio entre Lewis Hamilton, Charles Leclerc et le Muret, avec le directeur de l'équipe qui a finalement expliqué pourquoi ils n'ont pas inversé les positions entre les deux pilotes. Il y a même eu un moment où Hamilton a demandé à son ingénieur si on l'utilisait comme cobaye. Mais la nouvelle la plus importante concerne Monza, parce que les chiffres de la Duo 2 ont commencé à circuler, et si ces données se confirment en piste, la Ferrari aurait pratiquement divisé par 2 son écart de puissance face à ses concurrents en une seule année. Et je vous donnerai le chiffre exact auquel cet écart descendrait. Alors maintenant, je vous raconte tout dans le détail. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur la Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons directement dans l'analyse. Commençons par le point le plus important. Si l'on s'attarde sur les valeurs observées tout au long des 72 tours de course, la SF26 apparaît comme une monoplace qui aurait mérité le podium, et sans doute même d'être très proche de la première marche. Le package développé à Maranello au fil de la saison a connu une progression considérable et aujourd'hui la voiture est vraiment compétitive sur le rythme de course. La course sprint l'avait déjà confirmé, avec un tempo qui était apparu excellent. Bien sûr, il existe des circuits qui mettent mieux en valeur les qualités de la Rossa, mais en 2026, cela vaut pour toutes les monoplaces de la grille. Le problème se trouve ailleurs, et il concerne précisément le moment où les feux s'éteignent. C'est là le cœur du sujet. Quand la course démarre, Leclerc et Hamilton ne sont jamais en mesure de prendre le large, et le déficit sur le tour sec coûte un prix extrêmement élevé. Parce que même avec un rythme de course très rapide, les remontées ne sont pas du tout une promenade de santé. Et le paradoxe est saisissant, la Ferrari peut compter sur l'un des pilotes les plus rapides en qualification, si ce n'est le plus rapide de toute la grille, et pourtant, au cours des 12 premières manches de la saison, Leclerc n'a jamais décroché une pole position et n'a élancé depuis la première ligne qu'à 3 reprises, une performance réalisée par Hamilton uniquement à Barcelone. Les Rouges abordent systématiquement les courses avec la perspective d'une remontée, de dépassement à effectuer ou de position à récupérer grâce à la stratégie, ce qui expose l'équipe et les pilotes au risque de commettre des erreurs. Et c'est exactement la lecture qu'en fait Vasseur. Il pense que le rythme était bon avec les deux voitures et qu'ils auraient pu obtenir un meilleur résultat. Si quelque chose a manqué, c'est davantage en qualification la veille qu'en course ce jour-là. En terminant 6e après le premier tour, ils se sont retrouvés trop loin. Mais pourquoi la Ferrari souffre-t-elle autant sur le tour sec? Le directeur de l'équipe a apporté une explication qui va bien au-delà du simple déficit de puissance. En qualification, la préparation du tour de mise en température et la gestion des pneumatiques comptent énormément, a-t-il expliqué. Ce week-end, leur approche a été correcte lors de la qualification sprint, mais le samedi a été un peu plus difficile avec des conditions plus fraîches. Il suffit d'un détail dans ce tour de mise en température pour tout dérégler, et il faut accorder une attention très particulière à cette phase de préparation. Et le Français a élargi sa réflexion. Il est toujours préférable d'avoir une aérodynamique plus efficace, de meilleure suspension, un moteur plus puissant. Tout cela aide invariablement. Il y a eu des courses, comme à Spielberg, où ils ont réalisé un meilleur travail en qualification qu'en course. Cela dépend beaucoup du tour de mise en température et de la gestion des gommes. Et c'est précisément là que réside le paradoxe le plus fascinant de la SF26. Une monoplace très douce avec ses pneumatiques en course, mais trop délicate en qualification, là où il faut au contraire tout exiger de la gomme sur un seul tour. Venons-en maintenant à la partie qui a fait le plus parler, celle des tensions sur la radio. D'abord, Leclerc s'est plaint du timing de son deuxième arrêt, puis Hamilton pour avoir perdu du temps pendant 3 tours dans les roues de son coéquipier. Des choix dictés par la volonté de jouer la carte du décalage des pneumatiques, c'est-à-dire retarder l'arrêt au stand pour créer une différence dans l'usure des gommes et en profiter ensuite pour effectuer le dépassement. Une stratégie qui a souvent payé ces dernières années, mais dans ce cas, les 3 tours supplémentaires que Leclerc a parcourus pour créer un avantage sur Russell ont été réalisés directement devant Hamilton, qui à ce moment-là était très rapide avec des pneumatiques plus frais.
Et dans une telle situation, il est impossible de satisfaire les deux pilotes en même temps. À un certain point, Lewis a même demandé à son ingénieur si on l'utilisait comme cobaye, alors qu'en réalité, l'équipe étudiait la possibilité de terminer la course sans autre arrêt. Et voici enfin l'explication complète que le directeur de l'équipe a tenu à donner sans se dérober. L'exécution n'a pas été parfaite aujourd'hui. Ils ont eu un mauvais départ avec Charles, ils ont perdu une position face à Piastri, puis il y a eu un autre arrêt au stand qui ne s'est pas bien passé avec Charles, et avec Lewis, il y a eu un malentendu. Il ne voulait pas communiquer sur la radio, parce qu'à ce moment-là, il pensait terminer la course avec lui sans s'arrêter. Antonelli était derrière et semblait peiner, alors ils se sont dit qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout. Et c'est là que se trouve la clé. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas inversé les positions, parce que Charles devait de toute façon s'arrêter. Ils auraient probablement pu mieux faire, mais il était difficile d'expliquer la situation à Lewis sans révéler leur plan aux autres équipes. Vasseur a toutefois conclu la question sans drame. Il ne pense pas qu'ils aient perdu quoi que ce soit à cause de cette décision. Tout le monde retournera au briefing et aura une vision claire de la course. Et comment les pilotes ont-ils pris les choses? Charles a choisi la voie de la lucidité. Il n'est pas déçu. Il a simplement eu la sensation que la chance n'était pas de son côté, avec un timing pas vraiment idéal. Avant la pause, il avait eu un peu plus de chance pendant 2 ou 3 courses, mais on finit toujours par connaître l'autre face de la médaille, comme cela s'est passé aujourd'hui. Ils auraient pu faire mieux, mais la cause principale reste la mauvaise qualification de la veille, et c'est sur ce point qu'il faut se concentrer. Hamilton, lui, frustré également par la voiture de sécurité virtuelle finale qui l'a probablement privé de la 3e place, a été beaucoup plus sévère. Il est là pour gagner et c'est difficile quand on voit les 2 pilotes Mercedes recevoir un appel et l'exécuter immédiatement. Ils ont laissé passer Kimi et lui ont permis de continuer la course alors que lui avait une stratégie différente. C'est un peu difficile à accepter, mais il faut composer avec ça et ils en parleront en privé. Et maintenant, venons-en à la nouvelle la plus importante, celle qui concerne Monza. La Scuderia se prépare à introduire la mise à jour Adduo 2 sur le moteur, et les chiffres qui circulent sont vraiment significatifs. Retraçons le chemin parcouru. En Autriche, la première mise à jour avait fait ses débuts. L'Adduo 1, d'une valeur d'environ 7 chevaux en combinaison avec le carburant Shell révisé, et la cartographie hybride plus agressive avait ensuite amélioré davantage l'efficacité de l'unité de puissance. Maintenant, selon les informations rapportées par Autoraker, l'Adduo 2 garantirait un gain de 10 chevaux grâce à des modifications substantielles sur le turbocompresseur. Et si ces données correspondent à ce que l'on verra en piste, la Ferrari aurait pratiquement divisé par 2 l'écart en une seule année, avec un déficit qui descendrait autour de 15 chevaux. Ce ne serait pas encore la parité, mais cela placerait la monoplace dans des conditions nettement plus favorables pour rivaliser, compte tenu des progrès considérables déjà accomplis sur l'aérodynamique et le châssis. L'objectif prioritaire est de mieux exploiter la partie thermique, parce qu'avec ces moteurs, ce qui compte, ce n'est pas seulement atteindre une valeur élevée de puissance maximale, mais aussi la façon dont cette puissance est produite et utilisée. Et venons-en à la question que tout le monde se pose. Cette mise à jour peut-elle changer la donne aussi en qualification? Sa valeur va au-delà des 10 chevaux attendus, parce que si les modifications sur le turbo fonctionnent comme prévu, la situation deviendra enfin gérable. Le désavantage demeurera, surtout sur les circuits particulièrement sensibles à la puissance, mais l'objectif est clair, lutter pour la pole position bien plus souvent, sans rencontrer à chaque fois cette limite énergétique qui a coûté si cher à Zandvoort. Allonger cette couverture trop courte du samedi serait la clé pour partir devant et creuser l'écart dès les premiers 6 tours. Attention cependant, ce sera une aide importante, mais il ne faut pas s'attendre à un renversement des hiérarchies et tout reste relatif à ce que feront les concurrents, qui eux, certainement, ne restent pas les bras croisés. La partie est loin d'être terminée.